On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours autour de Pot-Bouille de Zola. Aujourd'hui, je vous propose de nous attarder plus précisément sur le lieu central du récit, à savoir l'immeuble de la rue de Choiseul. Cet immeuble va permettre à Zola d'explorer tout un microcosme de la société de son époque. Vous allez avoir ici une représentation de cet immeuble de manière fictive et imagée. Il faut savoir que cet immeuble de la rue de Choiseul est un immeuble typique des travaux issus du baron Haussmann. Dans ce type d'habitation, la hiérarchie sociale est proportionnellement inverse à la hauteur de l'étage. Ce qui veut dire que plus on monte dans les étages, moins la classe sociale à laquelle on appartient est élevée. Et c'est également le cas dans Pot-Bouille. Nous allons passer maintenant en revue les différents étages de cet immeuble. Voici d'abord le rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, nous avons d'une part la loge des concierges, monsieur et madame Gour. Ces concierges sont certes finalement des gens qui n'appartiennent pas à une très haute classe, mais qui ont évolué socialement et qui ont travaillé au départ pour un noble. C'est ce que rappelle très justement Monsieur Campardon quand il fait visiter l'immeuble à Octave, donc tout au début dans l'incipit du roman. Il dit, vous savez, c'est l'ancien valet de chambre du duc de Vaugelade. Et on voit à leur intérieur, fait d'un petit salon avec des glaces claires, avec une moquette à fleurs rouges, avec une chambre à coucher, avec un lit drapé en grenat, et que Madame Gour est elle aussi coiffée de ruban jaune, allongée dans un fauteuil, etc. Et que le concierge, lui, a des pantoufles bleues, voilà, il y a quelque chose de très élégant chez lui. Eh bien, on voit que c'est des concierges vraiment qui ont un certain standing. Au rez-de-chaussée, comme c'était la tradition dans les immeubles haussmanniens, se trouvent aussi les commerces. Et on a justement le magasin de soierie, Vabre, en effet, qui appartenait donc aux parents de Valérie et qui a été repris par Auguste Vabre. À chaque étage, nous allons avoir un appartement qui donne sur la rue, qui sera occupé par des personnes plus aisées financièrement que ceux qui occuperont l'appartement qui donne sur la cour. Ainsi, au premier étage, pour l'appartement qui donne sur la cour, c'est l'autre fils du propriétaire, monsieur Théophile Vabre, qui vit là avec sa femme. On a parlé de l'autre fils tout à l'heure, Auguste, qui lui a le magasin de soierie en bas et qui occupe tout l'entresol au niveau de son logement. Pour l'appartement qui donne sur la rue, là vit monsieur Duverrier, qui est conseiller à la cour d'appel alors qu'il n'a même pas 45 ans, et il y vit avec sa femme, Clotilde, qui est en fait née Vabre, et qui est donc la fille du propriétaire, qui habite d'ailleurs avec eux. Je vous rappelle que dans l'Incipit, Monsieur Campardon précise d'ailleurs qu'il y a l'eau et le gaz à tous les étages, signalant ainsi vraiment le confort et la modernité dont dispose l'immeuble. Lorsque Monsieur Campardon progresse dans les escaliers, il a envie de passer sous silence les personnes qui habitent au second étage. En effet, il ne nomme pas les locataires, ce qui suscite la curiosité d'Octave. Ce qu'en dit Monsieur Campardon, c'est que ce sont des gens qu'on ne voit jamais, que personne ne connaît, et dont la maison se passerait volontiers. Et il les qualifie même de tâches. Et il précise que ce mépris qu'il a envers cette famille qui occupe quand même tout le deuxième étage, ce qui n'est pas négligeable, euh, ça vient en fait du fait que le monsieur qui vit là écrit des livres, mais nous y reviendrons un petit peu plus tard. Au troisième étage, on se rend compte déjà qu'il y a 3 logements, donc forcément les espaces sont plus petits et qu'on est confronté donc à des familles qui sont un peu moins aisées financièrement. Au troisième étage, on retrouve Madame Juseur qui vit seule et d'ailleurs que Monsieur Campardon, désigne de petite femme bien malheureuse. Il apprend aussi à Octave qu'il y a un autre homme qui vit là, un monsieur très distingué, mais qui en fait ne vient qu'une fois par semaine pour des affaires. Et enfin, l'autre appartement, c'est celui de monsieur Campardon lui-même, où il vit
avec Rose, sa femme, leur fille Angèle, et un peu plus tard viendra s'installer la fameuse cousine Gasparine, avec laquelle il entretient un adultère qui est finalement consenti par Madame Campardon. Quant au quatrième étage, il est lui aussi découpé en 3 logements. C'est là qu'Octave Mouret aura un petit logement qui a été aménagé selon son goût et grâce à Monsieur Campardon. Mais il sera donc aussi le voisin de la famille Josserand, donc Madame et Monsieur, et leurs 2 filles, Berthe et Hortense, ainsi que leur fils Saturnin. Là, en montant dans les étages, on se rend compte qu'on est confronté vraiment à une bourgeoisie qui est plus dans le besoin et on le sait notamment dès le début du texte, lorsqu'on nous décrit Madame Josserand qui est obligée de ressortir à chaque fois les mêmes robes, mais en rajoutant quelques décorations, quelques broderies, etc., pour donner l'impression que c'est une nouvelle robe. Et on sait que son mari, Monsieur Josserand, ne cesse d'écrire des bandes pour arrondir les fins de mois de la famille. Et on a également les Pichon, Jules et Marie, qui sont un couple voilà, de jeunes personnes qui vivent là avec leur premier enfant, Lilith. Au 5e étage, donc sous les toits, vraiment dans les combles, c'est là que vivent les domestiques. En effet, chacune de ces familles, euh, en tout cas, voilà, sauf pour Octave et Marie Pichon, elles ont, chaque famille a ses domestiques. Et donc, on a par exemple Lisa, Victoire, Hippolyte, Clémence, Julie, Adèle, puis Françoise, Louise et Rachel, puisqu'il y a quand même un changement dans les bonnes parce que certaines sont renvoyées parce qu'elles ne conviennent pas. Et aussi dans cet étage vivent parfois vraiment des gens qui sont issus du peuple, donc notamment un menuisier qui sera renvoyé de l'immeuble parce que Monsieur Gourd pense que la femme qu'il fait venir est sa maîtresse, alors que le musée prétend que c'est sa femme. Et on aura ensuite à sa place la petite piqueuse de bottines, donc vraiment voilà un métier qui est très pauvre et qui sera elle aussi jetée dehors alors qu'elle n'est pas encore arrivée au terme de sa grossesse. Alors, il faut comprendre que ce lieu va vraiment avoir un impact important dans le roman, puisque la majorité de l'intrigue s'y déroule, et finalement, Zola, à travers cet immeuble, crée une forme de sociologie de l'espace. Déjà, il faut comprendre la situation géographique de cet immeuble. Et cet immeuble, il est vraiment bourgeois, il est au centre de Paris. C'est le point gris que vous voyez sur le plan là actuel. Donc vous voyez qu'on est dans le quartier de l'Opéra Garnier, qu'on n'est pas très très loin non plus de l'église de la Madeleine, qu'un peu plus bas on va avoir les Tuileries, la Concorde. Donc on est vraiment en plein centre de Paris et dans un quartier qui est quand même assez reconnu. Cet immeuble, d'emblée, on en voit plein les yeux, que ce soit au niveau de la façade, au niveau du vestibule ou de l'escalier, il y a cette volonté d'en imposer, parce qu'on va avoir des faux marbres, on va avoir des sculptures, etc., des feuilles d'or. Donc il y a vraiment un luxe ostentatoire apparent. Comme je vous l'ai dit, cet immeuble reproduit une organisation sociale qui est claire. Plus on habite en bas, plus on est aisé, et plus on sera en haut, moins on sera aisé. Et la preuve en est ce tapis rouge qui couvre au départ les escaliers, qui se transforme en une modeste toile grise dès lors qu'on arrive au 3e étage, donc celui où habite Octave. Euh, Tout cet immeuble semble habité par des locataires qui sont a priori attachés aux valeurs morales de l'époque et à cette idée d'ordre qui est chère aux bourgeois. Sauf que les apparences sont trompeuses et c'est ce que veut dévoiler Zola dans son roman. On va insister à présent sur les espaces symboliques que l'on peut retrouver à l'intérieur de cet immeuble. Tout d'abord, nous allons nous arrêter sur les portes en acajou verni. C'est un motif qui va venir de manière récurrente sous la plume de Zola. Il faut déjà d'ailleurs franchir une porte d'acajou à l'entrée, comme l'indique l'incipit, où Monsieur Campardon poussait la porte d'acajou du vestibule, donc dans le chapitre 1.
Finalement, franchir cette porte, c'est entrer dans le microcosme cossu de cette bourgeoisie de la rue de Choiseul. Mais les portes en acajou, ce sont aussi celles de chaque appartement, et elles ne sont finalement que la devanture reluisante qui cache les vices des locataires. On notera au chapitre 1 cette remarque un peu ironique de la part du narrateur. Derrière les portes d'acajou luisants, donc là on a vraiment cette idée de luxe, quelque chose de très bourgeois, il y avait comme des abîmes d'honnêteté. Donc on suppose que toutes ces familles sont vertueuses, qu'elles font preuve de morale, mais en réalité il n'en est rien et le lecteur va le découvrir petit à petit. On peut d'ailleurs associer ces portes aux rideaux au théâtre. En effet, les bourgeois dans cet immeuble, comme n'importe où ailleurs, jouent la comédie sociale en public, mais dans leurs intérieurs, ils vont dévoiler leur vraie personnalité. L'escalier occupe un rôle aussi majeur dans le roman parce que c'est à cet endroit que vont se croiser les différents personnages, que l'on va échanger des paroles, que l'on va pouvoir s'espionner les uns les autres, dans lequel on va pouvoir aussi se retrouver coincé, comme ça sera le cas de Berthe lorsqu'elle sera surprise en flagrant délit d'adultère par Auguste et qu'elle va voilà se sauver dans l'escalier et essayer de trouver refuge dans différents appartements. Donc, là, j'ai recopié quelques citations du chapitre 1 de l'Incipit qui permettent de décrire précisément l'endroit. Donc, le vestibule et l'escalier étaient d'un luxe violent. En bas, une figure de femme, une sorte de napolitaine toute dorée, portait sur la tête une amphore, d'où sortaient 3 becs de gaz, garnis de globes dépolis. Les panneaux de faux marbre, blancs à bordure rose, montaient régulièrement dans la cage ronde, tandis que la rampe de fonte à bois d'acajou imitait le vieil argent, avec des épanouissements de feuilles d'or. Un tapis rouge, retenu par des tringles de cuivre, couvrait les marches. Mais ce qui frappa surtout Octave, ce fut en entrant une chaleur de serre, une haleine tiède qu'une bouche lui soufflait au visage. C'est un passage que nous avons commenté et que nous commenterons dans une lecture linéaire en classe. On remarque d'emblée, dans ce passage que je viens de vous lire, l'importance du champ lexical du luxe, mais celui-ci est également associé à un autre vocabulaire qui, lui, relève plus de l'illusion. Par exemple, avec faux marbre, ou encore imiter le vieil argent, ou encore couvrait les marches, comme s'il y avait quelque chose à dissimuler, comme s'il y avait une espèce de masque, et que tout ça n'était que de la poudre aux yeux. On retrouve aussi une personnification de l'immeuble. Alors même si dans Pot-Bouille, le côté registre épique de Zola n'est pas fortement marqué, on a cette tendance de Zola à personnifier des objets ou des lieux. C'est le cas par exemple de la Lison dans La Bête humaine ou de l'alambic dans l'Assommoir. Ici, avec cette image de l'haleine tiède qu'une bouche soufflerait au visage d'Auguste, on a cette impression que l'immeuble est vivant. Et cette idée de chaleur, qui est certes celle du chauffage, qui est fortement appréciée au sein de l'escalier et qui d'ailleurs suscite la surprise d'Octave, ça peut renvoyer aussi à toutes les passions brûlantes qui habitent les personnages, à tous les adultères qui sont commis au sein de cet immeuble. Durant l'incipit, il y a une phrase que va répéter Monsieur Campardon lors de sa visite avec Octave, c'est eau et gaz à tous les étages. Cela permet d'insister sur les commodités présentes dans cet immeuble, mais ça nous rappelle aussi justement toutes les innovations apportées par le baron Haussmann qui a tenu à, à faire installer l'eau courante dans les immeubles bourgeois, ainsi que cet éclairage au gaz et le chauffage au gaz. Donc là, on est vraiment sur cette évolution bénéfique, bien entendu, hein, et ça nous montre encore une fois la richesse de l'immeuble. Enfin, nous en avons parlé tout à l'heure, à partir du troisième, le tapis rouge cessé et été remplacé par une simple toile grise. Et donc, Octave est d'ailleurs un petit peu blessé dans son amour-propre de voir que le tapis rouge ne se déroule pas jusqu'en haut de l'immeuble. Dans ces espaces symboliques, il faut aussi remarquer que les lieux sont associés aux personnages. Première remarque que l'on peut faire, c'est que les femmes n'apparaissent que dans l'espace domestique de leur foyer. Et cet élément reflète en effet la condition féminine de l'époque où une femme n'est pas
encore forcément, n'a pas forcément sa place dans l'espace public et qu'elle a pour mission principale d'être une épouse et d'être une mère et donc de gérer tout ce qui est domestique. Finalement, quitter ce lieu, ce n'est plus être à sa place. Et par exemple, on peut citer le cas de Berthe qui rejoint Octave dans la chambre de sa bonne Rachel. Et donc là, on voit qu'elle quitte le foyer familial. Et cette sortie du foyer familial, c'est synonyme de faute, c'est synonyme d'adultère. Et elle sort de sa condition et de l'attitude vertueuse que l'on attend d'elle. D'autres personnages sont aussi clairement associés à des lieux. C'est le cas de Monsieur Gour, qui est toujours vu au sein de sa loge ou errant dans le couloir. Il, il espionne les allées et venues des locataires et l'ont chassé toutes celles et ceux qu'il considère comme nuisibles à la respectabilité des lieux. Monsieur Josserand, lui, est souvent décrit à sa table à faire des bandes pour subvenir aux besoins de sa famille. Heu, Quant à Marie Pichon, elle semble ne pas vouloir quitter le domicile, sauf pour promener parfois, sa petite, Lilith en poussette, et elle est associée, Marie Pichon, au roman qu'elle lit, à la table de sa cuisine. On en a une description lorsque, Octave, après lui avoir prêté un livre, revient pour savoir où elle en est et elle est présentée à sa table, la tête dans ses mains, les cheveux, mal coiffés, ayant mangé un œuf toute seule dans une vieille assiette qui traîne. Quant à Clotilde Duverrier, elle semble indissociable de son piano, puisque en effet, elle organise des soirées musicales chez elle et toute sa passion va envers cet instrument, alors que par contre, elle dédaigne tout contact physique et sexuel avec son mari, Monsieur Duverrier, qu'elle méprise profondément. On a aussi un lieu, alors cette fois qui est extérieur à l'immeuble, mais qui est le Bonheur des Dames. Ce lieu, c'est celui de Madame Caroline Edouin, qui gère cet énorme magasin qui fera l'objet d'un autre roman qui s'appellera Au Bonheur des Dames. Et avant même que son mari ne décède, elle gère déjà d'une main de fer toute la gestion de ce commerce. Ce lieu, c'est aussi le premier endroit où va travailler Octave, mais il va essayer maladroitement de séduire Madame Edouin, et donc il va partir, et il va se retrouver embauché dans un autre magasin, moins luxueux, qui est celui d'Auguste Vabre, le magasin de soirée qui occupe le rez-de-chaussée de l'immeuble de la rue de Choiseul. Mais le bonheur des dames va être aussi le lieu où il retourne. Une fois qu'il a commis l'adultère avec Berthe et qu'il a été pris en flagrant délit, il ne peut bien entendu pas décemment continuer à travailler chez Auguste Vabre et Madame Edouin le reprend. Et à la fin du roman, c'est l'endroit où Caroline Edouin va justement proposer à Octave de se marier avec elle. Finalement, ce lieu est donc le symbole de l'ascension sociale d'Octave. La cour de l'immeuble joue elle aussi un rôle très important. Elle apparaît d'emblée comme un lieu sombre. Elle est décrite ainsi dans le chapitre 1. La cour, au fond, pavée et cimentée, avait un grand air de propreté froide. Jamais le soleil ne devait descendre là. Ce qui indique bien, encore une fois, que les appartements qui donnent sur la cour sont moins éclairés et sont occupés par des personnes qui ont moins les moyens. Mais la cour, c'est surtout le lieu des domestiques qui y déversent des déchets au sens propre du terme. Par exemple, on a Lisa qui vient se plaindre auprès de Monsieur Campardon en disant: «C'est encore cette malpropre d'Adèle, elle a jeté une tripée de lapin de la fenêtre». Et à la fin du roman, Hippolyte, un domestique, se plaint que quelqu'un a encore jeté des ordures par la fenêtre. «Tas de salopes, qu'est-ce qui vide encore ces seaux? La robe de madame est perdue». Mais ces propos orduriers sont aussi échangés entre elles. Par exemple, on a ce passage: «Attends, enfant de la borne, je vas te la fourrer quelque part ta langue», ou encore ces propos peuvent atteindre directement leur maître. Et c'est le cas dans le chapitre 13 où Berthe et Octave, qui se sont retrouvés dans la chambre de la bonne Rachel, entendent les propos échangés entre les bonnes qui finalement sont totalement au courant des relations adultérines des uns et des autres au sein de l'immeuble et notamment de celles de Berthe et Octave. Par exemple, Victoire dit: «Maintenant, elle se fait donner un coup de plumeau par le commis de son homme, pas de danger qu'il y ait de la poussière». Elle parle donc ici de Berthe qui a une relation extra-conjugale avec Octave.
D'ailleurs, l'épilogue du roman se conclut au milieu des domestiques où Julie renvoyait déclare: Mon Dieu, mademoiselle, celle-ci ou celle-là, toutes les baraques se ressemblent. Au jour d'aujourd'hui, qui a fait l'une a fait l'autre, c'est Cochon et compagnie. Donc on voit que l'immeuble de la rue de Choiseul n'est pas une exception et que finalement, dans tous les immeubles haussmanniens se cachent des familles bourgeoises avec des secrets, des travers et la façade est bien plus pompeuse que la vérité intérieure des êtres qui la peuplent. Enfin, je tiens à attirer votre attention sur le fait que Zola a effectué une mise en abîme à l'intérieur de son roman. En effet, il a décidé de faire du locataire du deuxième étage un écrivain qui s'inspire de la vie de l'immeuble pour écrire ses romans. Ce personnage semble donc être un double de l'auteur. Or, cet écrivain a pour mission de dévoiler la vérité, ce qui est totalement à l'opposé de l'attitude du concierge, Monsieur Gour, puisque lui veut essayer de dissimuler toutes les tâches morales des occupants de l'immeuble pour faire croire à la respectabilité du lieu. Finalement, l'écrivain et sa famille seront obligés de déménager en raison du roman écrit et qui décrit ce qui se passe dans son propre immeuble, ce qui provoque donc un scandale. Le lecteur peut donc alors faire le parallèle avec les critiques acerbes que Zola a reçues dans la presse bourgeoise. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair dans l'organisation de cet immeuble de la rue de Choiseul et sur l'aspect symbolique des lieux qui le constituent. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.